Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour, je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45 chaque 4e samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Cela fait maintenant une bonne dizaine d'années que le marketing comportemental fait rage outre-Atlantique, son héros étant Daniel Kahneman, prix Nobel en 2002 sur ce sujet. En France, nous en sommes encore à ses balbutiements. Et j'ai décidé aujourd'hui d'inviter Patrick Thirier, qui vient de créer un cabinet de conseil sur ce concept. Ce concept est à la frontière entre la psychologie et le business, et nous allons aborder ce sujet sur plein d'axes, à la fois business, à la fois développement personnel, et à la fois prise de décision. Patrice, bonjour. Bonjour Mireille, merci de m'accueillir ici. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques idées déjà générales sur qu'est-ce qu'on appelle marketing comportemental, et je crois que les noms anglais sont peut-être un peu plus sympas, on appelle ça behavioral marketing ou nudge marketing. Ou behavioral economics, enfin, il y a beaucoup de versions en effet selon la thématique que l'on prend. C'est vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comprendre la psychologie et du coup tout ce que ça impacte sur nos décisions du quotidien et sur notre vie quotidienne. En comprenant comment fonctionne l'homme avec un grand H, on peut mieux l'aider à progresser, dans le cadre d'une transition en l'occurrence, ou dans ses prises de décision du quotidien ou dans ses décisions stratégiques, l'orienter et l'aider à progresser comme il faut. Alors, outre-Atlantique et dans les pays anglo-saxons et même en Australie, c'est quelque chose qui est très 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 utilisé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses dont on n'a pas a priori conscience et qui sont très étudiées en amont ? Alors, en effet, le gouvernement américain, anglais, australien notamment, mais pas que, ont créé des structures qu'on appelle des nudge units. Nudge en anglais, ça veut dire coup de pouce, et c'est né de Sunstein et Thaler, qui sont deux professeurs américains qui ont conceptualisé la notion du nudge dont on entend parler parfois en France. Ce coup de pouce, c'est justement comment orienter les décisions efficacement. Donc ça a été utilisé par les gouvernements. Alors, en France, pas encore, mais beaucoup en ça va venir, ça viendra. Pour, par exemple, de manière très concrète, inciter les gens qui payaient leurs impôts en retard à les payer à l'heure, par exemple. Ou pour inciter les comportements vertueux en termes d'économie d'énergie. Ou pour prendre soin de l'environnement. Enfin, il y a plein de cas d'usage qui ont été mis en œuvre. Et c'est juste que vous voyez, vous, au quotidien, si vous prenez le métro en région parisienne, par exemple, puisque vous allez voir des traces au sol qui vont vous guider pour sortir et pour laisser la place aux gens qui sortent, des signaux spécifiques pour que vous puissiez jeter vos déchets à la poubelle. Voilà, tout ça, le bravo, vous avez mis. Exactement, ça fait partie des sujets de nudge et donc de gratification en l'occurrence. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez, d'après vous, quelle est l'entreprise qui probablement a le plus utilisé ça ? Ou quelles sont les entreprises qui utilisent ça le plus efficacement ? Elles sont très nombreuses, et si on se tourne du côté, elles sont surtout encore une fois anglo-saxonnes pour la plupart, et notamment dans le domaine du numérique digital. Il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent ça parce qu'on est face à son écran et qu'il faut réussir à créer des usages. Et donc, que comme on n'a pas de lien humain, quelque part, on compense avec de la psychologie et la compréhension de l'humain. Donc évidemment, des acteurs comme Google, Amazon, Facebook sont très 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 en avant là-dessus. Uber aussi d'ailleurs, des sites comme Booking, si vous allez dessus et que vous connaissez les leviers comportementaux, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement orienté dans vos choix depuis le début jusqu'à la fin du tunnel de transaction. C'est complètement impressionnant. Alors, de manière plus globale, donc il y a le monde numérique, mais il y a également beaucoup de maturité sur ce sujet-là dans le monde des transports.
notamment transport en commun, parce que c'est des problématiques où il y a des foules et où du coup les comportements sont vite très nombreux. Voilà, puis peuvent prendre des proportions très importantes. D'ailleurs, c'est un exemple le plus fréquemment cité dans le nudge, c'est l'exemple de Schipsted, l'aéroport d'Amsterdam, qui avait un problème avec les urinoirs des hommes qui parfois n'étaient pas très concentrés dans leur travail et du coup avaient beaucoup de dépenses de nettoyage dans les urinoirs des hommes, et du coup ils ont mis des panneaux, ils ont cherché à expliquer aux hommes de faire ce qu'il fallait là où il fallait, mais rien n'y faisait, ça ne changeait rien. Et puis un jour, ils ont fait appel à des psychologues pour comprendre, et ils ont eu l'idée de tester, de mettre une mouche dessinée au fond d'un urinoir. Et là, comme par magie, l'homme étant extrêmement joueur par nature, il s'est mis à tout de suite faire mieux son travail là où il fallait. Et du coup, ils ont réussi à réduire leurs dépenses de nettoyage de 80% du jour au lendemain dans les urinoirs des hommes. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très efficace. Donc ça, effectivement, c'est un petit nudge assez ironique. Est-ce que vous pourriez me donner l'exemple d'autres sociétés qui ont utilisé le nudge de façon avec un résultat assez incroyable? Alors, encore une fois, il faut savoir que c'est partout. Alors, c'est juste pour qu'on puisse regarder le monde de façon peut-être un tout petit peu différente à l'issue de cette émission. Alors, exactement. Mettons-nous dans le quotidien, parce que c'est bien de se projeter dans les cas d'usage les plus typiques, mais dans le quotidien, vous entrez dans un supermarché. Oui. Vous allez voir qu'il y a une promotion sur un paquet de nouilles. Voilà. C'est standard, on en voit partout. Quand on connaît la psychologie humaine, en fait, on sait que la manière de présenter cette promotion est extrêmement structurante. Si il y a juste marqué promo avec un prix barré, il y a un exemple qui a été fait en Angleterre, en moyenne, les gens allaient en prendre 3,3. C'est déjà pas mal. C'est une belle promotion. Hein, voilà. C'est déjà pas mal. Ils se sont rendus compte que quand ils mettaient en avant une imitation, une sorte de rareté, factice, en disant... Genre promotion uniquement jusqu'à ce soir? Alors pire, ils ont fait promotion limitée à 4 produits par personne. Et là, les gens en achetaient 5. Les gens en achetaient de 3,3, ils sont passés à 3,5. Et ils ont poussé le vice un petit peu plus loin, ils ont dit, et si on mettait limité à 12 boîtes par personne? Et là, les consommateurs en ont acheté en moyenne 7. Donc c'est cette notion de rareté qui est complètement factice, mais qui permet... retrouve sur McDo avec ses menus. Exactement, on va retrouver dans plein d'endroits ou dans les supermarchés de manière récurrente, alors plus ou moins bien appliquée selon la maturité justement comportementale, le marketing comportemental des institutions, mais ce sont des choses qui marchent dans notre quotidien, voilà, dont on est victime également. Non, mais on peut les mettre éventuellement. Vous dites que les programmes de gouvernement l'ont fait beaucoup, je crois, aux États-Unis, notamment sur l'alimentation. Oui. Comment est-ce que ça a marché? Je crois que ça avait à voir avec la présentation des plats dans les cantines, l'ordre de présentation. Ça fait des choses. Oui. Alors, en effet, il y a un gros sujet de poids aux États-Unis, vous le savez bien, et donc ils ont cherché des solutions pour inciter à la consommation de produits sains et réduire la consommation des produits moins sains. Donc, il y a eu plein d'expériences dans les cantines, par exemple, des écoles. Ils ont essayé de changer les effets de lumière sur les produits qui étaient sains. Pour les mettre plus en avant. Et au contraire, de réduire la lumière, la luminosité et évidemment la mise en avant en termes de science et de visibilité des produits qui étaient moins sains. Il y a d'autres éléments qui ont été faits sur l'indication du nombre de calories. C'est des choses très bêtes, mais quand on compare deux produits côte à côte, on a forcément un petit peu d'envie de faire quelque chose qui est cohérent avec notre attente. Et voilà, il y a plein d'autres expériences qui ont été menées. Alors c'est bête, mais la taille des assiettes va jouer. La taille Donc des ils ont verres enfin diminué la taille des plats. Oui, alors plus l'assiette est grosse, plus on va manger, plus l'assiette est petite, plus on va avoir le même sentiment de satiété, alors qu'en fait on peut en manger beaucoup moins. Ça fait partie d'ailleurs des astuces intéressantes à creuser quand on veut faire un régime. Un régime. Voilà, donc mesdames, pour cet été. Alors ça peut être utile. Après, il y a encore plein d'autres expériences sur le régime, je pourrais en parler pendant des heures, mais... Dans la deuxième partie, avec grand plaisir. C'est pas le sujet de la transition de régime, je suppose. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit en France et quelles sont les initiatives qui ont fleuri ces 10 dernières années sur le sujet justement du nudge marketing et de l'orientation? Alors, je pense que c'est encore assez immature. On voit un premier élan qui est en train de naître en France doucement, plutôt sur la partie nudge environnemental, bien-être, santé. Voilà, ce sont des thématiques bien-être au travail ou qualité de vie au travail. Oui, c'est ça. Donc, comment inciter les gens à changer en douceur pour le bien de l'humanité. Voilà, ça c'est la première couche très éthique, bien sûr, et qui est en train de
de s'installer comme on voit encore une fois dans le métro pour inciter à la propreté ou des choses comme ça. Voilà. Il y a un deuxième niveau qui lui est encore assez immature, qui est le marketing comportemental. Donc là, plus comment dans le business mettre en œuvre, comprendre et mettre en œuvre ces leviers comportementaux et ces biais cognitifs pour éviter d'en être victime. Ce qui peut intéresser un acheteur, un vendeur, un marketeur. Il y a plein de champs d'action intéressants. Et puis l'autre sujet, en effet, c'est le sujet de la prise de décision, qui lui également est assez immature également en France. Et pourtant, on a des jolis cas historiques de grosses erreurs de prise de décision stratégique à tous les niveaux, hein, mais en France on est bon aussi pour louper nos décisions, mais là-dessus la maturité est encore plus faible que sur le marketing comportemental. Sur les deux premiers, quelles sont les initiatives que vous pourriez citer à nos auditeurs comme des choses intéressantes à suivre? C'est une bonne question. Sur le premier, plus environnemental, il y a eu des concours qui ont été menés là récemment pour voir comment inciter les gens à faire du sport, comment utiliser les zones de sport qui sont présentes dans les villes. Voilà, par exemple, c'est des choses très simples, hein, mais il y a quelques concours qui ont eu lieu et qui permettent de voir d'essayer, d'expérimenter des choses et voir si ça marche. Et souvent, c'est toujours les mêmes leviers qui reviennent. On n'a pas encore parlé des leviers, mais c'est un vrai sujet. Mais je veux bien qu'on parle des leviers. Mais c'est vraiment comment changer le comportement par une petite action qui va tout de suite nous impacter fortement. Voilà. Alors vous disiez, on n'a pas encore parlé des leviers, donc quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer? On n'a pas encore révélé le sujet de comment ça marche tout ça. En fait, il faut savoir que quand on est un être humain, et je crois que nous le sommes tous ici aujourd'hui, on est victime de biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des éléments de notre fonctionnement historique humain qui font que on se comporte de manière non rationnelle. Alors ça, on en est encore une fois tous victimes au quotidien. Je vais prendre un exemple simple. Si je joue au loto, c'est pas rationnel. J'ai une chance sur plusieurs millions de gagner. Si j'étais purement rationnel et si j'étais un homo economicus pur et dur, je ne le ferais pas. J'achèterais une tirelire comme on faisait quand on était petit. Exactement. Et je deviendrais beaucoup plus riche. Exactement. Bêtement, si je trouve un billet de 10 € par terre dans la rue, il est très probable que j'en fasse un usage non identique à si j'avais déjà 10 € dans mon portefeuille, parce que c'est quelque chose qui est tombé du ciel et que donc je vais en faire un usage anormal, alors qu'économiquement ça n'a aucun intérêt. Un autre biais, il y en a près de 200, donc on va pas tous les faire, mais un autre biais amusant, c'est l'effet Ikea, c'est que quand vous êtes à la maison et que vous voulez faire un gâteau, si un industriel vous donne une pâte toute faite à mettre au four, il est probable que vous trouviez le gâteau moins bon que si vous aviez non pas une pâte toute faite, mais une poudre dans laquelle vous ayez juste rajouté un œuf ou deux, parce que le simple fait de contribuer à la construction de ce gâteau rend votre perception plus favorable. C'est complètement anormal, mais c'est comme ça. Voilà. Et alors, il y en a encore plein d'autres. Il y a le biais de Halo. Là, on vient de se rencontrer. En quelques secondes, on s'est fait une idée mentale l'un de l'autre sur qui on est, quelles sont nos vies, quels sont nos caractères, etc. Faut savoir que par exemple, un président américain en moyenne fait 1m83, là où un Américain moyen fait 1m75. Pourquoi ? Parce que le fait d'être grand, en fait, en général, est signe de leadership, de force, etc., de puissance, et ce sont des caractéristiques que recherchent les Américains et les électeurs notamment lorsqu'ils cherchent un président. Alors c'est pas vrai à 100%, il y a des petits présidents, il y a des grands présidents petits, voilà, mais c'est quand même des traits de caractère très 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 présents. Voilà. Donc ça, ce sont les biais. Donc c'est important de savoir qu'ils existent. Et puis face à ça, il y a donc des leviers comportementaux. Et c'est comment actionner ces biais. C'est comment actionner ces biais ou comment réactiver certaines caractéristiques pour désactiver le biais. Voilà, pour orienter des choix ou pour en tout cas nous éviter de prendre des mauvais choix. Alors là, il y en a plein qui sont parfois complètement magiques et complètement surréalistes et d'autres qui sont plus rationnels. Une expérience par exemple qui est complètement incroyable, c'est Dan Ariely, qui est un des grands acteurs du sujet aux États-Unis, un chercheur, qui a fait une expérience sur un levier qu'on appelle l'ancrage. Et l'ancrage, c'est le fait de dire que quand on vous met dans la tête un chiffre, la suite de vos décisions va dépendre de ce chiffre-là. Et c'est un truc très étonnant. Il a demandé à des étudiants de noter la fin de leur numéro de sécurité sociale sur un papier. Et donc ça allait de 0 à 99. Et puis, il a demandé à ses étudiants de noter un prix estimatif de 2 ou 3 objets du quotidien. Et il s'avérait qu'il y avait une corrélation quasi parfaite entre le niveau du chiffre de sécurité sociale que ces étudiants avaient noté et la hauteur des tarifs qu'ils avaient donnés pour les biens dont ils devaient estimer le tarif. Donc il y a une corrélation très forte entre ce qu'on a en tête et ce qui se passe derrière, même si ça n'a aucun sens.
Ça fait peur. Ça fait peur, et encore une fois, on en est tous victimes. Et c'était un consultant américain qui racontait que justement, quand il rencontrait un client, il disait toujours, je vous rassure, mon tarif jour, c'est pas 100 000 euros. Voilà. Et il disait, le simple fait de dire ça, derrière, permettait en fait de tarifer son prix à des niveaux complètement exorbitants, mais qui passaient beaucoup mieux parce qu'il avait déjà ancré un prix de 100 000 euros. Voilà. Donc, dans la deuxième partie de cette émission, vous allez nous donner des tas de petits trucs pour qu'on vende mieux, pour qu'on se sente mieux et qu'on ait de meilleures habitudes alimentaires, par exemple. Oui, il y a des vrais sujets, notamment aussi sur la mémorisation de ce qu'on peut vivre au quotidien, comment rendre chaque journée mémorable, comment... Ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Ça, on va faire volontiers dans la deuxième. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, comment utiliser le marketing comportemental ou comment mettre le marketing comportemental à votre service. Et c'est la seconde partie de cette émission. Patrice, à vous la main. Vous me disiez tout à l'heure qu'on peut rendre une journée mémorable grâce à ces techniques. Alors, je suis très intéressée. Alors, en effet, il y a la mémoire fait partie de notre cerveau et elle ne fonctionne pas de manière complètement linéaire non plus. Il y a des choses qui la marquent plus que d'autres. Et en l'occurrence, si je vous demande ce que vous avez fait hier ou il y a 10 jours ou il y a 15 jours, il est peu probable que vous sachiez me citer exactement ce que vous avez fait dans la journée parce que c'est en grande partie de la routine et notre cerveau en a besoin de cette routine parce que sinon l'effort mental serait gigantesque et on serait épuisé dès 9h du matin. Donc ça marcherait pas. Mais pour rendre une expérience mémorable, il faut justement se baser sur plusieurs choses. Je dirais la première, c'est les émotions. C'est les émotions qui font l'intérêt de nos journées. C'est la partie sociale notamment, que ce soit personnelle ou interpersonnelle. Et je pense que la clé de ça, c'est justement de réussir à sortir de la routine. Et sortir de la routine, c'est pas évident parce qu'on a tendance, c'est confortable, mais parfois se donner des petites actions quotidiennes peut nous inviter à sortir de notre quotidien. Donc vous nous diriez 3 nudges par jour? Alors, il y a un fameux livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. Ça fait partie des très 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 bonnes pratiques. Ce regard qu'on peut avoir sur sa propre journée et cette recherche en fait du plaisir, de se dire voilà, aujourd'hui ma journée ne va pas être une journée comme les autres. Comment je peux faire quelque chose qui va me faire du bien ou qui va me rendre heureux. Et ça peut passer par plein de choses. Nous, c'est une thématique qu'on avait creusée avec Christophe, mon associé, pendant quelques années en coachant des personnes là-dessus. C'est simple, mais offrir un petit cadeau à quelqu'un qui vous tient à cœur en envoyant un bouquet de fleurs, un petit cadeau sous l'oreiller, même symbolique. Ça peut rendre la journée extraordinaire. Allez voir votre collègue pour lui dire non pas ça va ce matin, mais alors comment tu te sens en ce moment. C'est des choses très bêtes mais qui changent complètement la relation d'écoute. Sous réserve que derrière il y a de l'écoute, parce que si c'est juste poser la question ça marche pas, mais on est vraiment en écoute. Ça peut être de se forcer à faire quelque chose qu'on fait jamais, tout simplement aller parler à un inconnu dans la rue et essayer de tenir pendant 5 minutes en s'intéressant vraiment à ce qu'il nous raconte. Ça peut être faire un compliment à quelqu'un. C'est fou comme c'est difficile pour les gens de faire des compliments sincères. Ça met très mal à l'aise, c'est pas du tout dans notre culture française. Et l'autre se dit mais quel est son but? Exactement. Qu'est-ce qu'il va me demander juste après? Là où, en fait c'est complètement naturel et on en a complètement besoin. On est tous des êtres humains, on a tellement besoin de reconnaissance que c'est juste incontournable. Donc faire cet exercice également sur soi-même pour se dire voilà, où est-ce que je me vois dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que j'aimerais avoir fait à la fin de ma vie pour que quand je regarde en arrière je me sente heureux. Enfin, et voilà, ça fait partie des bonnes pratiques de coaching, mais c'est vraiment des choses qui peuvent se faire très facilement. La difficulté, c'est de passer de 0 à 1. C'est-à-dire, c'est bien de lire des livres. C'est de le mettre dans son emploi du temps et de penser à le faire. Exactement. C'est pour ça que nous, on avait fait un système qui permettait aux gens d'être suivis par SMS au jour le jour, mais on a mis fin à ce programme. Mais déjà, rien qu'avec un rappel dans son agenda, ça marche très très bien. Ça marche bien, mais c'est vachement plus facile. C'est comme les programmes de sport quand vous allez à la salle de sport. Si vous y allez tout seul et que vous prenez l'engagement tout seul, c'est bien, mais vous avez moins de chances d'y arriver que si vous prenez un engagement avec des collègues ou à plusieurs ou qu'un coach vous suit. Parce que là, forcément, on a une sorte de dette sociale et c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Voilà, tout simplement. Donc tout seul, c'est pas évident. Si vous pouvez vous y mettre à plusieurs, ça peut être un bon conseil. Donc rendre une journée mémorable, ça c'est la première chose. Rendre une journée mémorable, oui, tout à fait. La deuxième chose, une fois qu'on a rendu une journée mémorable et qu'on a dit, et qu'on peut se dire, aujourd'hui j'ai fait tel truc, c'était bien, hier j'ai fait un truc, il y a le fait de se souvenir aussi le soir, oui. Quels ont été les bons moments de ma journée. Oui, tout à fait, les fameux kiffs par jour. Exactement, ou à la fin de la semaine, quels ont été les bons moments de ma semaine. Oui, mais il y a aussi des choses en transition professionnelle notamment, quand on se pose plein de questions qui sont très importantes, c'est comment commencer à changer ses habitudes pour en faire de meilleures habitudes de vie, de meilleures habitudes de travail, de meilleures habitudes de résistance au stress ou de meilleures habitudes de gestion de ses émotions. Et là, le nudge marketing ou le nudge émotion prend toute sa
toute sa réalité. C'est ça, ça fait partie donc des cas d'usage sur lesquels on peut intervenir sur voilà, il y a le marketing comportemental, il y a en effet le marketing personnel. Le marketing personnel, ouais, ou la progression personnelle, on va dire. Le développement personnel. Sujet, des prises de décision. Sur ce deuxième sujet, donc de l'amélioration personnelle, le sujet de nouvelles habitudes est un des sujets importants, d'ailleurs, sur lesquels on vient d'intervenir pour un client dans le domaine du luxe, qui se pose la question de comment est-ce que je peux aider mes vendeurs en magasin à prendre de nouvelles habitudes commerciales, relationnelles avec les clients. C'est difficile de vendre. C'est très difficile de changer sa posture quand ça fait 20 ans qu'on est dans une boutique et qu'on agit comme ça. Bien sûr. C'est pas du tout évident. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nos habitudes fonctionnent sur des schémas, des patterns, des schémas. Qui sont toujours les mêmes. Et en fait, pour résumer, il y a des livres passionnants sur le sujet. Pour résumer, il faut toujours 3 éléments. Il faut un élément déclencheur. C'est-à-dire qu'une habitude se prend, mais pour ça, il faut qu'elle se raccroche à quelque chose qui va vous faire tilt à chaque fois que vous allez y être confronté. Alors, ça peut être, par exemple, pour un vendeur, c'est bête, mais ça peut être dès que le client rentre dans le magasin. Voilà, c'est un moment précis. Alors, si ça peut se joindre à une habitude déjà existante, c'est aussi intéressant. Donc, si par exemple, quand il prend sa caisse, à ce moment-là, il sait qu'il doit faire quelque chose. Voilà, il y a une routine déjà existante. Il peut raccrocher une autre routine à une routine existante. Voilà. Donc, le premier élément, c'est le déclencheur. Le deuxième élément, c'est la routine en tant que telle, cette nouvelle habitude que l'on cherche à prendre. Il faut prendre l'habitude d'avoir l'habitude. Et pour ça, il faut se simplifier le travail. C'est-à-dire que si on se dit à partir de maintenant, tous les jours, je vais faire du sport, si les chaussures sont au 6e grenier, au fin fond d'une boîte, et qu'il faut aller au club qui est à côté du lieu de travail. Exactement. Et qu'on a décidé d'y aller à 7h du soir, c'est bon. Ça va pas y arriver. Donc il faut se simplifier la tâche extrêmement, à tel point qu'elle devienne automatique si c'est un apprentissage, ou en tout cas extrêmement simple si c'est un élément à activer. Et le troisième sujet qui est crucial, c'est la récompense. On est des êtres sensibles et on a besoin de sentir des êtres joueurs et sensibles. Exactement. On a besoin de sentir que ce que l'on fait c'est bien et qu'on progresse. Et du coup, on a besoin d'avoir une récompense à la fois immédiate juste après l'effort, et en même temps une récompense plus long terme à laquelle on contribue. Donc le court terme, alors ça peut être extrêmement simple, si vous avez des choses qui vous embêtent et que vous devez faire, mais que vous devez prendre l'habitude de les faire. Ça peut être juste de cocher une case en disant tiens, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc les to-do list, on peut continuer à les faire, ça marche. Les to-do list, ça nous donne un petit volume de dopamine à chaque fois qui est toujours agréable à recevoir. Voilà. Et puis de manière plus long terme, c'est intéressant si cette récompense s'inscrit dans un schéma plus global. Typiquement, je fais du sport, je peux m'offrir un petit carré de chocolat à la fin parce que j'ai couru pendant une demi-heure et c'est très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Au contraire, il faut que le cerveau s'habitue à être récompensé, ça fait partie de la mécanique. Et en même temps que ça contribue à un objectif à long terme qui est donc je vais être mieux en forme, et donc je vais me sentir mieux, donc je vais être encore plus épanoui et encore mieux. Voilà. Donc ça faut que ça fasse sens, tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil juste avant l'été ? Juste avant l'été Vous parliez de régime tout à l'heure, vous disiez je peux tenir pendant 3 heures. Oui, je pense au régime parce qu'il y a Dan Ariely, justement, un des acteurs importants du sujet, avait lancé une boîte qui visait à aider les personnes à perdre du poids, parce qu'il y a un sujet aux États-Unis évidemment central. Bien sûr. Et pour ça, il s'était rendu compte que la balance, en fait, était un truc contre-productif. Pourquoi ? Parce que la balance, elle réagit pas au quart de tour du jour au lendemain. Si vous prenez un gros gâteau, peut-être que le lendemain, vous ferez quand même un peu moins de poids que la veille. Voilà. Et ça, c'est pas cohérent, c'est pas logique pour notre cerveau. Et donc le cerveau est très gêné. Exactement. Et donc, quand on monte tous les jours sur la balance, c'est extrêmement perturbant. Et donc, il a créé, par exemple, une balance qui visait à lisser les efforts avec une application en parallèle et qui n'affichait pas le poids du jour de manière précise, mais qui affichait un élément de tendance. Voilà. Et qui, du coup, encourageait à la tendance. Et non pas à avoir de la métrique précise. Alors ça c'est un exemple, moi titre personnel j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que moi je me suis mesuré tous les jours avec une balance électronique très précise quand j'ai voulu perdre du poids à une époque précédente, et le fait de suivre de manière très précise chaque jour ma progression, alors en effet il y avait des petits pics parfois, mais la tendance globale était extrêmement forte, et donc au final bien mesurer fait partie des éléments en tout cas, se donner les moyens d'y arriver. On peut mesurer très précisément sur le long terme ou, en tout cas, mesurer moins précisément sur du plus long terme. Quel conseil vous nous donneriez pour commencer à changer nos habitudes pour quelque chose qu'on voudrait faire ? Alors, je pense que le bon sujet, c'est d'imaginer déjà quelles seraient les récompenses que vous en tireriez.
ça PNL classique. Voilà, non, mais c'est Bien sûr. C'est simple. Mais sans dopamine, il n'y aura pas de nouvelle habitude qui viendra. Voilà. C'est évident, oui. Donc il y en a besoin. Donc on imagine le grand schéma. Oui, exactement. On rêve. Où est-ce qu'on rêve d'être? Après, un des trucs qui a été très démontré également dans le comportemental, c'est le pouvoir de la visualisation. Alors on rejoint des sujets importants également en termes de coaching, mais se visualiser, se projeter à où est-ce qu'on aimerait être et à quelle période, et plus que visualiser, c'est se ressentir. Le ressentir, voilà, bien sûr. Physique, émotionnel. Comment je me sentirais dans ce nouveau bureau que je rêve d'avoir, ou dans cette nouvelle promotion, ou dans ce nouveau job que je rêve de prendre demain. Se visualiser avec les satisfactions. Ça fait partie des éléments très concrets, mais vraiment arriver au niveau de l'émotion vécue telle qu'on sera dans le moment venu. Voilà, c'est ça qui semble apparemment être le plus efficace. Et après, comment on met en place les habitudes? Alors, faut prendre des bonnes habitudes déjà, plutôt que des mauvaises, mais comment les mettre en place? Une fois qu'on a cette vision, je pense, de là où on veut aller, ce n'est plus qu'une question de moyens. Il y a toujours une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude, etc. Ça, c'est, les Anglais disaient it takes 5 to make a habit. Ouais. Alors, il n'y a pas de chiffre en fait. La réalité, c'est que plus vous le répétez, plus ça devient une routine, plus c'est facile à faire, et que en général, les éléments de récompense sont hyper importants au début et petit à petit s'estompent. Et sont souvent oubliés. Au fil du temps, oui. Et puis, alors, pour démarrer, ils peuvent être oubliés au démarrage, mais il faut pas les oublier par la suite. Voilà. Patrice, je vous remercie pour ce moment de partage. Je vous en prie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.